Voilà. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur comment connaître le parc tertiaire d'Auvergne-Rhône-Alpes pour concevoir une stratégie de rénovation. Donc, quelques mots d'introduction. Alors oui, merci aux participants de bien penser à couper vos micros, ça cause quelques interférences. Donc, pour vous dire que ce webinaire est organisé dans le cadre du Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un centre de ressources qui a été initié en 2019 par l'État, donc SCAR et DREAL, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME et la Banque des Territoires. Et c'est un centre de ressources qui est animé aujourd'hui par Aura 2E. Donc, les cibles de ce centre de ressources sont donc les acteurs territoriaux, EPCI, syndicats, ALEC, SPL et les maîtres d'ouvrage publics. Et donc, dans ce centre de ressources, vous pouvez trouver tout un ensemble de ressources qui sont régulièrement mises à jour, notamment la liste des événements que l'on organise, mais également les événements des partenaires en région que l'on valorise, les actualités donc réglementaires en matière de formation, de financement, également les offres d'emploi qui nous sont communiquées par le réseau, des articles spécialisés, des outils, des retours d'expérience, mais également les contacts régionaux et départementaux qui sont là pour vous accompagner et qui sont également régulièrement mis à jour. Et si vous voulez recevoir directement ces ressources, vous pouvez vous abonner à la lettre bâtiment, donc en nous contactant directement par mail. La présentation vous sera envoyée si vous souhaitez avoir cette communication. Et rapidement, quelques événements à venir que l'on organise. Donc, le 14 juin, nous aurons notre journée régionale des accompagnateurs. Elle est organisée à Lyon, à la DREAL. Donc, au programme de cette journée, on commencera par un point sur les actualités en région, tout ce qui est évolution réglementaire, financement à votre disposition. On aura aussi un temps de plénière sur le programme Cube, où on fera un bilan et on aura notamment un retour d'expérience. Et enfin, 2 ateliers. Un atelier C2E avec un point sur le dispositif et également les opportunités 2023. Et enfin, un atelier avec une approche financière des projets de rénovation énergétique avec un niveau plutôt expérimenté et un niveau un peu plus découverte de la thématique, avec toute une partie sur le coût de l'inaction notamment. En partenariat, et le 27 juin, j'oublie effectivement un webinaire sur les solutions d'éclairage LED. Les inscriptions seront disponibles cette semaine. Et enfin, le 15 juin, un événement partenaire. Donc, c'est l'événement final du projet européen Bapora. Donc, c'est une conférence sur le déploiement des services d'accompagnement aux communes pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, qui sera également organisée à Lyon, à la DREAL. Donc là, vous aurez une présentation du modèle des services d'accompagnement développés dans le cadre du projet, une présentation de la boîte à outils développée par les partenaires et la possibilité d'échanger avec eux. Et enfin, si vous avez des questions ou que vous souhaitez recevoir toutes ces actualités, vous pouvez nous contacter avec Laurent Chanusso. On est à votre disposition. Et je laisse tout de suite la parole à Antoine pour vous présenter donc l'étude menée par la CERC. Et je n'en dis pas plus. Antoine, la parole est à toi. Oui, et bonjour à tous. Peut-être, je vois que Hakim, j'avais vu sa vidéo et puis son micro. Hakim, tu nous as bien rejoint. Oui, oui, Parfait. je vous ai bien rejoint. Bonjour à toutes et à tous. Super. Voilà. Bonjour, Donc, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va faire du coup la présentation là, de l'étude CERC, dont certains d'entre vous ont déjà peut-être pu prendre connaissance. Donc, à deux voix. Pour ma part, donc Antoine Nolly à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargé de mission sur la rénovation énergétique du parc tertiaire. Je vais vous présenter les parties 1 et 2, plus sur la connaissance du parc et des consommations énergétiques du parc tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Hakim, quant à lui, présentera la dernière partie qui est donc sur des stratégies de priorité de rénovation notamment, et puis aussi une ouverture sur, sur comment la rénovation énergétique est perçue par différents acteurs. Donc voilà, je vais commencer du coup le partage de mon écran. Alors... Ah bah tiens, c'est marrant, Marion, on a commencé tout à l'heure et là, ça ne marche plus. Alors, dans ce cas, je vais te nommer Ah, ça y est, c'est co-hôte et bon. je pense que ça fonctionnera. C'est bon? Je pense que ça va aller. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, super.
Parfait. Je vais le mettre en plein écran du coup. Hop là. Parfait, Voilà. merci. Bon, parfait. Alors oui, peut-être alors très rapidement, parce que bon, je pense que tout le monde est au courant. Au pire, on pourra y répondre pendant les questions si vous en avez. Je rappellerai juste le contexte qui a amené à réaliser cette étude et la réglementation, mais je dirais vraiment très très vite, hein. Je vais pas vous bassiner avec ça. Je présenterai au tout début donc les productions de cette étude, et notamment en introduisant l'étude avec une vidéo de communication du coup qui a été élaborée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes pour les réseaux sociaux notamment. Donc vous verrez, hein, ça ira. Enfin, je préviens déjà, ça ira assez vite. Donc vous n'aurez pas le temps je pense, de récupérer toutes les informations, mais l'objectif c'était bien justement de donner envie de regarder cette étude, parce que cette étude elle est disponible à tous, et puis on veut qu'elle soit utilisée sur les territoires. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo d'accroche. Ensuite, je focuserai un peu plus sur les publications, la gouvernance de l'étude, et puis je présenterai, il y aura beaucoup de cartes et de tableaux, les résultats marquants de l'étude. Oui, donc pour rappeler, pourquoi est-ce qu'on a souhaité avoir une étude du coup sur le secteur tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes. D'une part parce que donc, le secteur du bâtiment, donc tertiaire et logement confondus, voilà, est le principal poste consommateur de consommation énergétique, avec 46% des consommations en France. Et que parmi ce parc-là, donc on connaît relativement bien le parc de logements, mais un petit peu moins bien du coup le parc tertiaire, qui est quand même composé d'un tiers des bâtiments. Et donc, on avait vraiment un enjeu de connaître ce parc aussi bien dans sa structuration, donc voilà, quelle surface, quelle ancienneté du parc, quel type d'activité était exercé, par quels acteurs aussi. Est-ce que c'est du coup du public au travers de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi du privé, et aussi un enjeu en termes de consommation énergétique. Donc voilà, on a souhaité vraiment mieux connaître notre parc sur Auvergne-Rhône-Alpes. Sachant qu'en plus, donc, le secteur tertiaire, comme je le disais, c'est un secteur qui est très diversifié, avec du tertiaire marchand, non marchand, et beaucoup de catégories du coup d'établissements concernés, hein, donc des établissements d'enseignement, des équipements sportifs, des bureaux, des commerces, des data centers, etc. Voilà, donc c'est un secteur qui est vraiment très très diversifié, avec des profils de consommation énergétique pour les bâtiments très divers. Donc on a vraiment un enjeu de connaissance sur ce parc-là à défricher. Là, pareil, très très vite, vu que dans l'étude du coup tertiaire, on fait aussi un focus sur le parc tertiaire assujetti notamment. C'est pour rappeler rapidement ce que c'était le parc tertiaire assujetti. Donc, c'est tout bâtiment, partie de bâtiment et ensemble de bâtiments qui a une surface d'activité tertiaire de plus de 1000 m². Voilà, donc on parlera pas mal d'assujettis dans ce diaporama. Voilà, c'était pour rappeler rapidement ce que c'était. Et avec les obligations du coup qui sont associées, notamment 40% d'économie d'énergie en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Voilà, donc je passe vraiment rapidement dessus, hein, parce que normalement tout le monde connaît, mais c'était pour rappeler un peu les origines du coup de cette étude. Alors, donc, quand on rentre du coup dans l'étude en tant que telle, voilà, donc cette étude, donc, elle a été financée conjointement, moitié-moitié, donc par l'ADEME, la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME, qui est aujourd'hui représentée par Hakim Amadou, et l'ADREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été conduite sur une grosse année, voilà, en gros quasiment toute l'année 2022, et qui a débordé un petit peu sur début 2023 aussi. On avait constitué du coup un comité de pilotage de l'étude avec notamment la FFB, la CAPEB, des DDT aussi, des directions départementales des territoires, pour avoir vraiment une vision locale de cette étude, voilà, pour une vision pour l'appliquer. CCI, CMA, voilà, je dois peut-être en oublier d'autres. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de voir quelles questions pouvaient se poser, et notamment pour savoir ce qu'on voulait connaître, et puis poser les bases pour poser une stratégie de rénovation énergétique de ce parc. Cette étude, du coup, elle a été confiée à la CERC Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la CERC, voilà, c'est l'Observatoire de la filière de la construction, qui rassemble du coup l'ensemble des partenaires
publics et privés de l'acte de construire. Donc, voilà, donc, ils ont une très bonne connaissance voilà, de tous les enjeux sur la construction. Ouais, donc, c'était tout naturel pour nous de s'orienter vers eux pour porter cette étude. Donc, cette étude s'est décomposée en 3 phases, avec la première et la deuxième notamment qui sont assez liées, donc, que je vais vous présenter moi. Donc, tout d'abord, les caractéristiques du parc tertiaire par rapport aux différentes branches d'activité du secteur tertiaire. Je reviendrai après sur ce que c'est les différentes branches du secteur tertiaire. Donc, des données essentiellement voilà, sur le bâti, sur la surface, le nombre de bâtiments, l'ancienneté du parc. Une deuxième partie, du coup, sur la consommation énergétique de ce parc tertiaire, donc selon les différentes branches, selon les différents départements également. Voilà, donc je présenterai ces 2 phases-là. Et puis Hakim, lui, présentera du coup la dernière phase sur les cibles prioritaires d'action de rénovation. Alors, comme je vous disais, donc, pour introduire l'étude, je vais vous partager une petite vidéo. Donc, je vais arrêter le partage de ma fenêtre là. Hop. Et commencer du coup un autre partage. Tac, tac. Voilà. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez bien, enfin, si vous avez du coup bien vu et entendu donc le son, c'est juste un petit son d'ambiance pour dynamiser donc la présentation. Comme je vous ai dit, du coup, ça va quand même du coup relativement vite. Voilà, l'idée de ces présentations, c'était voilà, surtout du coup, de donner envie en fait aux différents porteurs de projets ou accompagnateurs en tout cas de l'acte de rénovation énergétique de pouvoir aller voir plus dans le détail l'étude, avec notamment à la fin là il y a un QR code qu'on peut flasher pour accéder à l'étude. Donc voilà, et là l'idée c'est que je vous présente un peu plus en détail finalement ce qui a été donné par la vidéo. Donc, il y a tout un ensemble du coup de publications qui ont été réalisées dans le cadre de cette étude-là. Donc, je vous ai mis le lien qui est cliquable donc sur la présentation qui va vous être envoyée du coup à la suite de ce webinaire par Aura 2E. Voilà, donc vous avez du coup un certain nombre du coup de présentation, donc là que j'ai mis plutôt sous forme visuelle, avec donc un gros livrable donc en haut à gauche régional, un gros livrable régional sur la caractérisation du parc régional et des consommations énergétiques. C'est là-dessus qu'on aura toutes les informations qui pourront nous être utiles, et sur ce livrable régional où on pourra aussi donc zoomer avec des liens du coup sur les spécificités donc
par branche d'activité. Donc les branches d'activité du secteur tertiaire qui ont été étudiées, du coup, c'est donc les 8 branches d'activité qui sont définies au niveau national par le CEREM. Donc bureau d'administration, café, hôtel, restaurant, commerce, enseignement, recherche, habitat communautaire, santé, action sociale, sport, loisirs, culture et transport. Voilà, donc ce sont les 8 branches. Donc on a du coup des zooms qui sont faits sur chacune de ces branches. On a aussi du coup, comme on voulait que ce soit une application locale du coup de ces données, donc des spécificités par département aussi qui ont été développées. Donc sur les 12 départements de la région, de l'Ain à la Haute-Savoie. Et également, du coup, un livrable sur les disparités territoriales à l'échelle EPCI. Donc là, on va retrouver plus à l'échelle EPCI des données voilà, sur la surface des locaux, sur qui est assujetti, on est assujetti par EPCI. Ouais, ce sont des données qui sont un peu moins précises, on va dire, que sur le livrable régional, parce qu'on zoome un petit peu plus. Mais voilà, on a quelques informations dedans. Et j'ai oublié aussi en haut à droite, là, un synthèse de 4 pages sur les enseignements clés. Donc là, pareil, donc 4 pages pour, encore une fois, communiquer sur l'étude et puis donner envie aux personnes d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Oui, donc j'en parlais donc, sur les enseignements clés, donc le 4 pages. Donc lui, il rappelle donc, les principaux résultats donc, des phases 1 et 2. Donc il est présenté voilà, de la façon comme la petite feuille qu'on a sur la droite, avec donc, les principaux résultats qui sortent de l'étude, et donc dans les 2 premières pages et dans les 2 pages qui suivent, des spécificités par branche d'activité, comme ici du coup commerce que j'ai représenté. Alors, donc maintenant, donc, l'étude en tant que telle. Alors, pour faire l'étude, on avait besoin, du coup, en premier lieu, de s'appuyer sur des données, du coup, le plus fiable et le plus complète possible. Donc, du coup, cette étude, elle s'est servie de 4 bases de données pour du coup, réaliser, du coup, les différentes statistiques, voilà, cartographier aussi les différents résultats. La base principale qui a été utilisée, c'est la base de Énergie Demain, qui utilise le modèle Enerter sur le tertiaire. Parce que voilà, donc cette base-là, elle nous permet d'avoir vraiment une caractéristique du parc tertiaire du coup en Auvergne-Rhône-Alpes, sur donc bâtiments, nombre de bâtiments, années, etc. Mais également, c'est la seule base qui nous permet d'avoir les consommations énergétiques de ce parc-là aussi au niveau départemental. Voilà, on n'avait pas avec les autres bases de données, donc c'est pour ça que c'est la base qui était plus utilisée par la CERC. Ensuite, on a utilisé aussi pour comparer du coup les résultats. Donc, alors Énergie Demain. Alors j'ai fait un petit, alors, je sais pas. Voilà, je peux vous présenter peut-être rapidement donc à l'oral ce que c'est donc le modèle d'Énergie Demain, le modèle Enerter. Donc c'est une modélisation en fait des bâtiments tertiaires. Qui décrit les bâtiments qui existent et qui estime ensuite leur consommation d'énergie. Donc, ça se fait en 4 étapes, en fait, ce modèle Enerter. Tout d'abord, donc, il y a donc, la base des bâtiments du coup, de ce modèle. Elle a été constituée à partir du fichier Open Data. Voilà, pour constituer toute une base du coup, de bâtiments à l'échelle régionale. Ensuite, il y a une identification des occupations qui a été réalisée. Donc là, de même, sur la base de fichiers Open Data, mais également de fichiers des impôts, de fichiers Sirène également. Voilà, pour savoir du coup qui étaient les occupants dans chacun de ces bâtiments tertiaires. La troisième étape du coup du modèle Enerter, c'était donc d'identifier l'offre énergétique. Donc savoir voilà sur quelle source d'énergie en fait chaque bâtiment du coup était raccordé, et puis du coup utiliser du coup savoir sur toutes ces sources de consommation énergétique, ensuite l'attribuer à chaque bâtiment et calculer enfin donc des profils de consommation sur chaque bâtiment. Ouais, donc c'est vraiment à retenir sur cette base-là. C'est finalement la base qui nous permet d'avoir les différents résultats qui vont être présentés. Donc, elle est basée du coup sur une modélisation, mais qui du coup prend en compte beaucoup de sources de données et qu'on a pu comparer notamment au niveau régional avec les bases du coup de l'ORCAE
et du CRN, et voilà, qui donnent vraiment des consommations similaires. Et enfin, on utilise également ce qu'on appelle, nous, la base du CEREMA, qui est une base en fait des assujettis, donc qui est interne, État et confidentielle, voilà, pour vérifier en gros les obligations des assujettis sur leur remplissage opérate. Voilà, donc pour comparer, finalement, les 3 dernières bases, c'était essentiellement pour comparer les données qui étaient fournies par Énergie Demain sur l'étude. Et donc, la base Énergie Demain était vraiment, enfin voilà, après justement avoir regardé plusieurs types de bases, c'était celle qui a été retenue parce que donc la plus complète et la plus fiable à l'échelle régionale. Donc voilà, là c'est peut-être un petit peu plus écrit, mais donc l'intérêt donc de différentes bases de données, donc sur l'ORCAE, donc qui est l'Observatoire régional climat, air, énergie en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de pouvoir avoir tout un historique sur les données de consommation. Le CRN, du coup, donc c'était donc d'une part pour les branches d'activité, les 8 branches d'activité, mais également pour comparer au niveau national justement ce qu'on sortait sur ces branches d'activité. Et Énergie Demain nous permet vraiment le découpage fin pour avoir les différentes données de l'étude. Et puis donc là, voilà, j'ai rappelé du coup peut-être de façon un petit peu plus sommaire ce que c'était la modélisation du coup Enerter. Voilà, qui nous permet d'avoir des indicateurs sur les consommations totales, sur les consommations de chauffage, de chaude sanitaire, de cuisson, d'électricité spécifique. Nous permet aussi de savoir si le bâtiment est assujetti ou pas au décret tertiaire, si on a un parc privé ou public, la période de construction du bâtiment, etc. Ouais, et puis donc les comparaisons avec les autres bases nous permettent finalement de fiabiliser la modélisation Enerter. Donc oui, finalement, peut-être, c'est ce que je vous ai dit à l'oral tout à l'heure. Je me rappelle plus que j'avais écrit ici, mais donc c'est voilà, ces différentes étapes du modèle Enerter que vous pouvez regarder si vous voulez à tête reposée sur les 4 étapes qui ont été prises en compte par ce modèle-là pour modéliser les bâtiments et leur consommation énergétique selon les différents vecteurs du coup gaz, électricité, réseau de chaleur, etc. Alors, donc maintenant, donc pour l'étude, je vais vous présenter les principaux résultats qu'on retrouve dans les différents livrables. Donc sur les caractéristiques tout d'abord du parc tertiaire et après donc sur les consommations. Alors donc à retenir du coup sur le parc tertiaire régional, donc il est composé de 131 millions de mètres carrés. Donc ça a comparé du coup avec notamment le niveau national, là où une des premières diapos que je vais présenter, on a à peu près 1000 millions de mètres carrés de surface tertiaire au niveau national. Donc Aura, on a une part quand même qui est importante aussi avec 131 millions de mètres carrés. Un nombre de locaux aussi très très important, tertiaire. Voilà, d'où la difficulté aussi d'arriver à cibler sur quel local agir. Et un des points qui ressort aussi, c'est que donc, parmi tous ces locaux, il n'y a que, entre guillemets, 18% du parc, donc sur les 356 000, donc 18%, ça fait 66 000, donc 66 000 locaux qui sont assujettis. Donc quand on regarde les locaux assujettis, donc de plus de 1000 m², finalement, ça réduit beaucoup le nombre de locaux, et ça peut être intéressant justement de cibler nos efforts là-dessus. Ensuite, donc sur les 2 schémas là qui sont en bas, on voit notamment que pour le parc privé finalement et le parc qui a la plus grande part de surface chauffée par rapport au parc public et notamment le parc privé assujetti, on a 46% du coup des surfaces qui appartiennent au parc privé assujetti. Donc ça va être important d'engager des actions de rénovation énergétique sur ce parc privé assujetti pour atteindre du coup les ambitions en termes d'économie d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre. Et on a également du coup le parc public assujetti, donc là en marron, qui représente 20% de toutes les surfaces chauffées. Et puis donc les locaux assujettis qui représentent du coup que 18% du parc en nombre de locaux représentent toutefois 86 millions de mètres carrés de surface chauffée par rapport aux 131 millions de mètres carrés. Donc ça fait 2/3 des surfaces qui appartiennent du coup aux assujettis. Voilà, donc finalement assez peu de locaux, mais beaucoup de surfaces sur les locaux assujettis, d'où l'intérêt de les cibler en priorité pour nos actions de rénovation et en particulier du coup sur le parc privé assujetti.
Ensuite, donc par département, ça c'est pareil, c'était dans la vidéo, mais là, plus l'avoir à tête reposée. Donc, on a une répartition des surfaces chauffées par département qui est très hétérogène sur la région, en fonction notamment du poids économique de chaque département. Voilà, avec un département notamment qui se détache, donc le Rhône, avec toute l'aire d'activité de la métropole lyonnaise, qui fait plus de 36 millions de mètres carrés, du coup, de surface tertiaire chauffée. Et à contrario, du coup, le sud de la région représente relativement peu de surface chauffée, voilà, mais quand même un certain nombre. Cette deuxième diapositive, c'est pour expliquer que dans chaque département, donc les surfaces assujetties, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on avait du coup, pour revenir, on a 86 millions de mètres carrés de surfaces qui sont assujetties sur les 131 millions de mètres carrés au total sur la région. Donc ça représente 65% du coup, donc 2 tiers au niveau régional, avec du coup par contre une répartition encore plus marquée dans certains départements, et là encore une fois, le Rhône ressort, où en fait on a une part de surface assujettie qui est beaucoup plus importante dans le Rhône par rapport aux surfaces tertiaires totales que dans d'autres départements, avec 77,9%, donc près de 78% en comparé à 65%. Donc là encore, en fait, on a donc dans le Rhône, c'est-à-dire qu'on a d'une part une concentration des surfaces tertiaires, et en plus, ces surfaces tertiaires-là sont très grandes et assez, enfin, en tout cas, font plus de 1000 mètres carrés. Voilà, donc ça peut être intéressant du coup de cibler des locaux dans le Rhône pour engager des rénovations énergétiques. Et donc, donc on a d'autres, on a la répartition du coup régionale qui sont faites avec donc des départements qui sont proches du coup de la moyenne de 65%, comme l'Isère ou la Loire ou Savoie, Haute-Savoie. Et à contrario, encore une fois, les départements du sud de la région qui eux sont moitié-moitié entre les surfaces assujetties et les surfaces non assujetties. Donc sur ces départements-là, du coup, du sud de la région, ce qui peut être intéressant, finalement, ça ne va pas forcément être de cibler les actions de rénovation entre les surfaces assujetties et non assujetties, mais peut-être avoir du coup une politique qui se dirige aussi bien vers les locaux assujettis que non assujettis au décret tertiaire. Donc là, c'est ce qu'on voit notamment sur cette diapo-là. Donc là, c'est la même diapo que précédemment, mais la part dans chaque département des surfaces non assujetties. Donc on voit qu'en moyenne, en Europe, on a 35%. Compte dans les départements du sud de la région, on est à la moitié finalement des surfaces qui sont non assujetties. Donc intéressant aussi dans ces départements-là de cibler du coup les surfaces non assujetties pour diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Oui, donc et pour le parc privé, donc là c'est pareil. On l'avait vu au tout début, on a plus de surface chauffée dans le parc privé que dans le parc public, avec des concentrations là encore qui sont plus importantes dans les départements plutôt de ex-Rhône-Alpes par rapport à ex-Auvergne. Alors au niveau des consommations maintenant du parc tertiaire, donc les principaux résultats qu'on a, donc c'est sur l'historique du coup des consommations énergétiques. Donc là c'est la base Orcae qui a été prise. On constate finalement que sur le parc tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une consommation qui est relativement stable depuis 2010, autour de 26-27 TWh. Donc voilà, ça n'augmente pas certes, mais ça ne diminue pas. Donc ça va mettre en regard avec les trajectoires de réduction de consommation qu'on doit atteindre pour 2030. Donc voilà, il y a du travail à faire pour réduire ces consommations énergétiques. On apprend aussi du coup que pour la consommation du parc tertiaire, finalement, donc la part la plus importante dans cette consommation énergétique, elle est due au chauffage à 43%. Mais il y a une part aussi très très importante et non négligeable de tout ce qui est électricité spécifique. Donc l'électricité spécifique, donc c'est l'électricité qui est utilisée pour les services qui ne peuvent être rendus que par l'électricité, hein. Par exemple donc l'éclairage dans le tertiaire, l'informatique ou l'imagerie médicale pour la santé. Et on a aussi une part notamment d'eau chaude sanitaire, climatisation et cuisson,
sont un peu moindres, mais voilà, notamment une parc climatisation à 9% qu'on observe. Et donc, alors je ne sais pas si ça se voit bien du coup, mais c'est juste en bas du coup de cette image. On a mis en regard justement cette consommation du parc tertiaire avec la consommation du parc de logement. Et dans le parc de logement, on voit que finalement, la principale consommation, c'est aussi le chauffage, mais à 62%. Voilà, donc dans le logement, si le principal enjeu, ça va être de réduire les besoins de chauffage. Dans le tertiaire, ça va être aussi la principale ambition, mais il ne faut surtout pas oublier notamment l'électricité spécifique, qui a une part vraiment non négligeable des consommations énergétiques dans ce parc tertiaire. Et c'est d'autant plus vrai plus les bâtiments du coup sont récents. Donc là, les bâtiments sont classés en fait par date des principales réglementations thermiques. Et on voit que donc, plus on va vers le bas, plus on va vers des bâtiments récents. Et les bâtiments récents, finalement, ont une part de chauffage qui diminue dans les parts des consommations. Par contre, une part du coup d'électricité spécifique qui prend de plus en plus d'ampleur. Et la cassure se voit voilà, à partir de 83 notamment, où on a finalement les consommations chauffage d'électricité spécifique qui sont du même ordre de grandeur dans les bâtiments tertiaires. Et donc après la RT 2012, encore plus, du coup, une part d'électricité spécifique qui va finalement largement dépasser la part de consommation dans le chauffage. Et à l'inverse, du coup, voilà, pour les bâtiments les plus anciens, donc avant 50 et même jusqu'à 82, là, le chauffage représente quasiment la moitié des consommations énergétiques. Donc là encore, ça va aussi donner des pistes sur quoi agir pour les bâtiments en fonction de leur ancienneté. Alors sur cette carte-là, on voit du coup la répartition des surfaces chauffées de locaux en fait plus ou moins, enfin qui sont anciens par rapport à des locaux récents. Et ce qui est assez flagrant sur cette carte, c'est que finalement les locaux du coup de la région ex-Auvergne sont plus anciens que les locaux du coup de la région ex-Rhône-Alpes, et en particulier du coup pour la Savoie. Où on a des locaux vraiment qui sont plus récents en tout cas, où il y a peu de locaux d'avant 1950. Alors donc pour les consommations énergétiques, du coup, donc là on avait la carte tout à l'heure avec les surfaces. Maintenant on a la carte avec les consommations énergétiques par département dans la région. Où on a du coup des consommations énergétiques qui sont forcément différentes en fonction de chaque département et qui dépendent de l'activité économique du département. Donc là encore, une nouvelle fois, le Rhône ressort avec donc plus de 8 TWh du coup de consommation énergétique annuelle. Et donc 28% de la consommation énergétique de toute la région provient du seul département du Rhône. L'Isère aussi a une consommation énergétique assez forte, puisqu'il représente 15% de la consommation énergétique de la région. Et à l'inverse, 7% de la consommation énergétique provient donc du Cantal, de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Donc les trois bâtiments qui apparaissent plutôt en blanc là, sur cette carte. Et si on se concentre du coup sur les locaux assujettis au décret tertiaire, donc les locaux de plus de 1000 m², cette différence est d'autant plus flagrante puisque donc, à la place de 28% de la consommation énergétique du Rhône, si on se concentre sur les assujettis, c'est 34%. Pour l'Isère, la part est similaire. Et par contre, sur les départements du coup, Cantal, Haute-Loire et Ardèche, en cumulé, on n'est plus qu'à 5%. Alors, donc, bon, je suis conscient qu'il y avait beaucoup de cartes et beaucoup de chiffres à retenir. Mais voilà, vraiment, le point principal à retenir finalement, c'est que la consommation énergétique, 65% de la consommation énergétique du parc tertiaire provient des locaux assujettis. Donc, voilà, les 2 tiers, alors qu'ils ne représentent que 18% du parc tertiaire. Voilà, donc, vraiment, un intérêt à aller du coup sur ces bâtiments assujettis pour avoir des résultats assez rapidement. Alors ensuite, là, donc, je vous ai mis quelques diapositives sur
justement les différences qu'on pouvait avoir, notamment en fonction des départements ou des branches d'activité. Donc là, sur les consommations énergétiques par mètre carré par département, donc on a une consommation moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes qui est de 219 kWh par mètre carré par an, avec finalement une moyenne qui se retrouve dans la plupart des départements, sauf du coup dans l'Ardèche et la Drôme, avec des locaux qui sont moins chauffés puisque le climat est un peu plus propice, avec des consommations énergétiques qui sont plus faibles. Également, donc on a des consommations énergétiques par mètre carré et par branche d'activité. Donc par rapport à la moyenne de 219 kWh par mètre carré et par an, on voit qu'on a des consommations beaucoup plus importantes dans dans la branche café, hôtel, restaurant. Et en revanche, un peu moins dans la branche enseignement-recherche. Alors, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'était pour réinsister dessus. C'est que finalement, les locaux assujettis, donc assujettis d'une part et privés d'autre part, sont du coup, leur part est très importante dans la région. Et donc, il va falloir qu'on ait un effort particulier envers du coup, ces locaux assujettis privés pour réduire les consommations énergétiques. Donc là, sur les graphiques, donc il y a donc 16% du nombre de locaux qui appartient aux assujettis privés, mais qui représentent 46% des consommations énergétiques totales sur le tertiaire. À l'inverse, donc sur le nombre de locaux sur le privé non assujetti, donc 71% des locaux, donc c'est assez énorme, donc beaucoup de petits locaux, mais ils représentent moins. Ils reprennent quand même une part non négligeable, mais quand même moins de 46%, ils reprennent 27% des consommations énergétiques. Voilà, donc peut-être plutôt concentrer nos efforts sur les locaux assujettis qu'on arrivera mieux à atteindre et qui surtout ont des consommations les plus importantes. Voilà, on a aussi le pendant du coup pour le parc public qui représente du coup finalement que 2% du nombre de locaux en termes sur parc public assujetti, mais 20% des consommations énergétiques. Donc là, pareil, c'est intéressant du coup de cibler ce parc pour faire des économies d'énergie. Alors là, donc l'idée, ça ne va pas être de tout lire, mais pour vous dire, donc je vous disais qu'il y a des spécificités par département qui ont été mises en avant par l'étude. Et donc chaque département, du coup, dans chaque département, il y a les spécificités avec, quelle est notamment les différences par rapport à la moyenne du parc régional. Donc par exemple, si on regarde sur le Rhône, voilà, c'est le premier parc tertiaire de la région qui représente plus d'un quart des surfaces chauffées de la consommation. On a une part des locaux assujettis privés qui est particulièrement élevée. Voilà, donc c'était les cartes qu'on a présentées tout à l'heure, donc 70% finalement de locaux assujettis, de consommation énergétique par les locaux assujettis privés, contrairement à 65% du coup dans la région, avec un chauffage au gaz plus important que dans le reste des départements. Pour la Savoie, alors je ne vais pas tous les faire, mais j'en fais quelques-uns. Pour la Savoie, du coup, un point important du coup de la branche café, hôtel, restaurant, enseignement, recherche qui est sous-représenté et un parc qui est plus récent au niveau régional. Voilà, donc vous avez du coup toutes ces informations-là par département, du coup, sur les 12. Voilà, donc vous avez le cas donc, sur les départements qui représentent beaucoup de consommation d'énergie, et également sur ceux qui représentent un peu moins, notamment on peut citer juste l'exemple du Cantal qui reprend 2% seulement des consommations énergétiques du parc tertiaire de la région, qui est le parc tertiaire le plus petit de la région. Le parc assujetti qui est plus faible, notamment dans les surfaces, et une consommation par contre du chauffage au fioul plus importante que dans le reste de la région. Oui, donc là, sur les spécificités, du coup, donc on a vu des spécificités plutôt départementales. Donc là, on peut les voir aussi par branche d'activité. Et on voit notamment par branche d'activité la part des consommations de chauffage, d'électricité spécifique, de climatisation, d'eau chaude sanitaire et de cuisson. Et on voit que ça peut être variable en fonction des branches d'activité. Et ce qui ressort là beaucoup sur ces diagrammes, c'est que donc, la branche enseignement-recherche, finalement, la part du chauffage est très importante dans la consommation par rapport à l'électricité spécifique.
Et dans le commerce, c'est l'inverse finalement. On a une part d'électricité spécifique avec tout l'éclairage notamment qui est beaucoup plus importante. Donc, on a aussi ces caractéristiques par branche d'activité. Et j'en ai fini avec ma présentation. Alors, je ne sais pas comment on fait pour les questions. Du coup, Marine, est-ce qu'on laisse présenter peut-être d'abord Hakim et puis on prendra les questions après? Oui, alors on a eu assez peu de questions dans le chat, juste une réflexion qui nous est partagée donc, sur le fait que la consommation effectivement est stable. C'était une slide que tu avais partagée là. Sur le Oui. fait que la consommation est stable, mais la surface du tertiaire ne fait qu'augmenter depuis 1990. Donc finalement, est-ce qu'on peut pas dire qu'il doit y avoir une diminution quand même des consommations dans l'équation pour que ce soit finalement stable, malgré cette augmentation du parc? Oui, oui, bah, forcément, c'est possible. Enfin, c'est même sûr. Après, voilà, je rappelle, enfin, je vois juste les objectifs qui sont de moins 40% en 2030. Alors, certes, c'est par rapport à une année de référence, mais voilà, on voit quand même le chemin qu'il y a à atteindre euh, finalement, pour atteindre ces réductions de consommation d'énergie. Mais oui, bien sûr, le parc tertiaire a augmenté et les consommations restent stables. Donc, c'est c'est pas si pire que ça. Ok, merci. Bah, donc effectivement, on peut laisser la parole à Hakim du coup pour la troisième partie du webinaire. Ok, merci. Du coup, je vais partager mon écran. Euh, alors, tac. Est-ce que vous le voyez? Oui, super bien. C'est juste pas en plein écran, mais en tout cas, le Et partage attends, fonctionne. bon, je vais le faire. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Merci. Ok. Je le fais en 10-15 minutes, non? C'est ça, je crois, le temps qu'on s'était dit. Oui, tu peux prendre même un peu plus si tu le souhaites. Bon, Il est midi moins le quart, donc voilà, on pourra prendre quelques questions à la fin, vers midi 5, ok. midi 10. Donc là, je vais, moi, essayer de vous faire partager le volet 3 de cette étude qui est moins quantitative et plus qualitative, qui complète les aspects quantitatifs que mon collègue Antoine vient de présenter. Et l'objectif assigné à la CERC dans cette étude, c'était de savoir un petit peu quelles étaient les cibles prioritaires pour des actions de rénovation. Et en même temps, est-ce qu'on pouvait, sur les secteurs prioritaires, comment on pouvait mieux connaître leur modalité de fonctionnement avec des entretiens. Et donc, je vous montrerai un petit peu les résultats, sachant que pour les entretiens, que voilà, que pour ces données-là, pour ce volet-là de l'étude, c'est pas une étude statistique au sens strict du terme, mais c'est plus une approche plus qualitative qui donne des indications. Le nombre d'entretiens ayant été ciblé et compte tenu des moyens dont on disposait, assez réduit et concentré sur une dizaine d'acteurs. Sur le premier objectif priorité, alors qui reprend des données qu'Antoine a présentées, il y a une représentation que la CERC a l'habitude de faire que je trouve intéressante à gauche. Et là, ça concerne tous les locaux, hein, qu'ils soient assujettis ou pas. C'est de croiser la consommation d'énergie avec le nombre de locaux et de positionner sur ce graphique en 4 quarts les différents secteurs. Grosso modo, ce qui est en haut à droite, c'est les secteurs qui ont à la fois beaucoup de consommation d'énergie et beaucoup de locaux. En bas à droite, beaucoup de consommation d'énergie et pas beaucoup de locaux, moins de locaux. Et puis inversement, en bas à gauche, des locaux qui ont à la fois peu de consommation d'énergie et peu de locaux.
Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les secteurs, il y a les quatre secteurs en termes de consommation d'énergie qui ressortent. D'abord, les bureaux, administration et les commerces qui ont aussi en même temps un grand nombre de locaux à cibler. Et des fortes consommations d'énergie. Et puis, le secteur de la santé et de l'action sociale, qui a également des consommations d'énergie importantes, mais en même temps, un nombre de locaux plus faible et donc un effet levier, un effet levier intéressant. La CERC a repris le même schéma, mais en ciblant les locaux assujettis et les locaux assujettis privés. Donc, tout à l'heure, Antoine vous a montré la part du secteur tertiaire privé et dedans les locaux assujettis. Donc, c'était intéressant de regarder également cette représentation. Et donc là, on voit que les commerces ressortent vraiment en premier en termes de consommation d'énergie, donc bien devant les bureaux et les administrations, et le secteur de la santé et de l'action sociale. Par contre, en termes de nombre de locaux, donc les commerces et les bureaux d'administration sont au même niveau. Et puis, à contrario, donc, on retrouve le secteur de la santé et de l'action sociale avec son effet levier, le nombre de locaux plus faible. Donc l'effet levier potentiel, donc la même conclusion qu'on avait quand on mélangeait tous les locaux. Par département, donc on a fait ça aussi par département, et donc là vous avez un petit peu un tableau de synthèse. Il y a les deux départements, d'abord du Rhône et puis dans une moindre mesure de l'Isère, qui vont concentrer pour les branches prioritaires qu'on vient de voir, donc commerce, bureau administration, santé, action sociale et dans une moindre mesure enseignement et recherche, qui vont concentrer les consommations d'énergie les plus importantes sur ces départements-là. Et puis, pour les autres départements, la hiérarchisation sera un petit peu différente. Donc voilà un petit peu pour compléter ce que vient de dire Antoine, un petit peu en synthèse, les secteurs prioritaires qui nous semblent à prioriser. Ensuite, là, je vais essayer de vous présenter un petit peu les résultats des enquêtes, des entretiens qui ont été réalisés sur quelques acteurs qui ont été ciblés sur le secteur du tertiaire privé uniquement. Donc, on a fait un choix, a priori, d'aller écouter certains secteurs et qui recoupaient, en fait, vous allez voir, à la fois des acteurs de l'immobilier du tertiaire de bureau, de la santé, du commerce et de la distribution, et voilà, mais avec quand même un gros paquet d'acteurs autour du bureau, du secteur du bureau, compte tenu de ce qu'on vient de se dire. Et donc, parmi les acteurs, donc, on a la CERC qui est allée voir la Fédération du commerce et de la distribution. Pour le secteur de la santé privée, la Fédération hospitalière privée. L'Unio GIEC, qui est l'union, alors de mémoire, interdépartementale des organismes qui regroupe les organismes de gestion de l'enseignement catholique. Sur les acteurs de l'immobilier, l'association des directeurs immobiliers, l'AFNAIM, comme tout le monde connaît, la fédération, la FPI, la fédération des promoteurs immobiliers, donc là c'est promoteurs, et l'URPI c'est les propriétaires, plutôt les propriétaires immobiliers. Une banque, pardon, la Banque de la transition énergétique, Banque Populaire Aura, et l'association des property managers, la PROMA, donc on verra tout à l'heure ce métier-là, et puis les entreprises avec le MEDEF. Et pourquoi ça ne marche pas? Allô, vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend bien, pas de souci de ce Ouais, côté-là. ok. Bon, là, c'est les flèches qui ne marchaient pas, la molette marche, tant mieux, heureusement. Super. Voilà.
Des quelques enseignements généraux déjà qui nous ont frappés, c'est le contexte de crise énergétique hein, qui ressort vraiment comme un enjeu désormais prioritaire, ce qui ne l'était pas forcément vis-à-vis de ces cibles-là, de ces acteurs-là. Donc, c'est l'inflation hein, des coûts d'énergie qui remet vraiment sur le début de la pile la question de la gestion énergétique. Et par ricochet, ça impacte la perception du dispositif éco-énergie tertiaire qui, tout au début, a été vécu un peu comme un peu une contrainte, encore un nouveau bazar entre guillemets, à intégrer. Et puis au final, ça fait presque, alors je dirais pas que ça en fait pour eux, pour tout le monde, un atout, plutôt à le prendre comme une opportunité, pardon, mais on va quand même vers là. Euh, mais en même temps, voilà, même si la question de l'inflation énergétique met ce sujet-là un peu en forte visibilité, donc avec une accélération de prise de conscience qui est assez perceptible, les décisions, malgré tout, n'aboutissent pas forcément à rechercher des réductions de consommation d'énergie importantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on va dire que les opérations souhaitées un peu de gains dans la trajectoire des créés dispositifs éco-énergie tertiaire, c'est pas encore ça. Donc là, vous avez quelques verbatim, voilà, je vais peut-être pas les lire, mais que j'ai mis sur les diapos qui permettent de mieux percevoir hein, comment la vie et la sensibilité de ces acteurs. Là, on a mis l'écosystème des acteurs de l'immobilier, donc essentiellement, là, on parle de l'immobilier de bureau, hein, qui est très complexe, qui est assez complexe et qui a le mérite, bon voilà, je trouve moi de planter un peu le décor avec d'un côté à gauche plutôt des structures qui vont être des accompagnateurs, hein, dans lesquels on va retrouver des acteurs plus institutionnels comme les agences de l'énergie ou les CCI par exemple, hein, qu'on peut mettre dedans. Les CMA, on a l'ingénierie avec la prescription de l'ingénierie, les architectes, les bureaux d'études, euh, les, euh, les acteurs de la maîtrise d'œuvre. On va avoir tous les métiers du conseil en immobilier tertiaire ou de courtier en énergie, les banques et les assurances, les professionnels de l'immobilier. Voilà, donc ça, c'est plutôt des réseaux d'accompagnateurs. Ensuite, les bâtiments, les surfaces, les locaux vont être soit utilisés, soit détenus et utilisés par des propriétaires, donc des propriétaires utilisateurs, ou des propriétaires bailleurs qui vont faire le lien entre des utilisateurs et des locataires via des organismes tiers, donc qui sont des gestionnaires, ce qu'on voit là un peu au milieu de la page, là, plutôt à droite, dans lequel on va retrouver des métiers qu'on ne connaît pas bien, mais qui sont, vous verrez, qui sont identifiés comme des acteurs à forte valeur ajoutée en termes de prise de décision, avec des catégories d'acteurs qui sont, pour certains, plutôt en charge d'actifs, de gérer les actifs immobiliers, plutôt sur l'angle financier, hein, financier portefeuille, donc c'est les asset managers. Les property managers qui vont plutôt assurer des tâches de gestion locative et qui vont être à l'interface, gérer l'interface locataire et bailleur, et puis les facility managers qui vont être plutôt sur la technique, la gestion technique des bâtiments, maintenance, nettoyage, flux, voilà. Donc ces métiers-là, ils sont assez présents. Et puis vous avez les régies, les syndics aussi, qui sont parmi les catégories de gestionnaires.
Voilà. Et puis, pas oublier que dans les locataires aussi, et puis les propriétaires utilisateurs, il y a des employés, des salariés, donc c'est qui vont être vivre dans les occupés et travailler dans les bâtiments. Alors voilà, ça fait du coup un panel d'acteurs assez important. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est effectivement chacun va avoir un peu un rôle et un pouvoir d'influence du propriétaire. C'est ce qu'on souhaite pour finalement la décision de faire des travaux. C'est le propriétaire qui la prend, c'est lui qui fait l'arbitrage final. L'arbitrage final, ça veut dire qu'il peut être à la fois conseiller, informer, lui proposer des travaux qui peuvent venir de ses locataires, qui peuvent venir de ses gestionnaires, qui peuvent venir de réseaux de prescripteurs et de conseils qu'on a vu tout à l'heure. Il y a la pression réglementaire que Antoine a rappelé tout à l'heure avec le dispositif éco-énergie tertiaire et avec un arbitrage final qui peut, qui aujourd'hui, ce que je disais en introduction, il ne nous semble pas que ça aille encore, qu'on est sur des arbitrages qui sont plus vers de la rénovation lourde et version rénovation globale, mais plutôt des petits travaux. Mais avec une pression, on va dire, qui nous semble quand même se faire de plus en plus forte de la part des locataires, et notamment avec des dimensions plutôt liées aux économies de charge qu'on a vu avec la pression énergétique, mais aussi c'est les aspects plus quali avec des locaux, de plus en plus de locaux neufs en concurrence avec ces locaux-là, la politique RSE des entreprises. Vous verrez que c'est aussi un élément que les banques, il y a des éléments, les banques et les assurances font de plus en plus, intègrent de plus en plus dans la gestion de leurs relations avec leurs clients, soit utilisateurs, soit propriétaires de bâtiments. La pression sociétale et médiatique, la prise de conscience qui a été assez forte depuis l'été 2022 avec les questions de sécheresse très, 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 très importantes, d'incendies, de gestion de l'eau, qui met ce sujet-là quand même dans les préoccupations des utilisateurs des bâtiments et qui remonte petit à petit comme ça finit par remonter donc aux oreilles du propriétaire. Voilà ce qu'on a voulu représenter sur cette diapo. Et tout à l'heure, je mettais un petit peu l'accent sur le rôle central des gestionnaires, les métiers property manager, asset manager, régie et puis facility manager, qui sont en charge du maintien des actifs immobiliers. Il y a une relation donneur d'ordre, propriétaire-bailleur à ces gestionnaires. Donc, ils ont un pouvoir d'influence fort. Ils ne sont pas décisionnaires, mais ils ont un rôle d'influenceur et de prescription, mais dont l'étendue des actions possibles va être un peu limitée en fonction des objectifs des bailleurs. Et c'est ce qu'on constate plutôt, que ça peut se limiter à de la gestion courante et aux petits travaux. Donc la question va être comment passer d'une gestion courante et d'une vision plutôt court-termiste à une vision plutôt de long terme et d'intégrer des objectifs énergétiques plus ambitieux. Ces métiers-là, ils sont intéressants parce que c'est eux qui sont en charge d'Opéra. Donc, ça veut dire qu'ils ont une connaissance du dispositif. Ils connaissent les locataires, donc, puisqu'ils ont des locataires derrière en gestion locative, par exemple. Ils connaissent le bâti, les flux énergétiques avec le facility manager ou en ayant rempli Opéra. Donc, voilà, c'est des acteurs assez intéressants, assez clés qui nous paraissent intéressants avec qui on peut échanger, approfondir et peut-être mener des actions. Voilà.
Dans les acteurs qui ont un pouvoir d'influence, on a noté les banques et les assurances, les banques, mais aussi les assurances. Les banques, donc d'abord, et je dirais, je mettrai en avant la question de la préoccupation de la solvabilité de leurs clients. Donc, si on regarde le verbatim là, de la banque qui a été auditionné, entre guillemets, la hausse des prix de l'énergie fragilise la situation de nos clients. Si l'on veut qu'ils demeurent solvables, il va falloir les aider à faire des travaux. Voilà. Donc, on a un rôle d'accompagnement, de conseil à avoir pour qu'ils puissent emprunter demain. Et voilà. Donc, ça, c'est un élément qui est ressorti de manière assez forte. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi sur la question des aides. L'identification des aides un peu compliquée et cette banque-là considérait que c'était aussi sa mission de pouvoir aider son client à bénéficier de ces aides-là. Et puis, de manière plus générale, un point complémentaire, c'est qui rejoint aussi la préoccupation portée par les salariés côté RSE, c'est ces deux acteurs-là, banque et assurance, vont rechercher des garanties pour limiter les risques encourus et donc vont avoir une oreille très attentive aux politiques RSE. Et donc, ça veut dire que donc c'est bon, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop hein, que les financiers raisonnent en termes de risque. Mais c'est aussi pour le cas sur le cas de l'environnement et que si l'entreprise fait des démarches, donc là c'est le verbatim hein, qui est en bas, accomplit des démarches pour l'environnement, on va plus facilement prêter et il y a des meilleurs taux à ces entreprises-là qu'aux autres, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on trouvait pas forcément, qui apparaissaient pas forcément dans le paysage de manière aussi claire. Un aspect sur l'immobilier de bureau aussi, bon, qui n'est pas un scoop non plus, mais voilà, tout à l'heure quand on disait pour l'instant, on ne voit pas encore de rénovation à grande échelle, de rénovation globale, mais c'est aussi parce qu'il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour mettre en œuvre des travaux, notamment les renouvellements de bail. Donc, en fait, c'est la question de comment on peut faire coïncider des travaux avec le cycle de vie immobilier des bâtiments, des locaux. Et puis, il y a l'angle, en fonction de la durée de vie des équipements, il y a deux stratégies qui peuvent être combinées et qui peuvent se parler l'un à l'autre. Et voilà, savoir qu'est-ce qui peut être fait au maximum poussé en attendant le renouvellement du bail sans que ça nuise, voilà, avec le discours que vous connaissez, négawatt, sans perdre de vue le gisement d'économie d'énergie et à faire du coup des travaux qui sont sans regret. Voilà. Et puis pour finir, on leur a demandé quels étaient leurs besoins d'accompagnement et d'information. Et donc, il y a trois niveaux d'accompagnement qu'on a distingués. Un niveau 1 plutôt de l'ordre de l'information, un niveau plutôt de l'accompagnement et plutôt plus de l'expertise. Alors, il semble quand même que sur le niveau information, le besoin soit déjà bien couvert. Donc, c'est pas quelque chose il n'y a pas une très forte attente parce qu'il y a les réseaux, notamment des fédérations professionnelles qui sont bien informés et qui mobilisent leurs troupes, entre guillemets. Il reste quand même en bas, là, quand même la question des petits assujettis, donc les non-assujettis du secteur tertiaire privé, donc le petit tertiaire privé sur lequel là il peut y avoir, il y a pas, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il y a une question, il y a un enjeu d'information. Le gros du paquet, ça semble être, moi, ce qui est ressorti de ces entretiens-là, c'est l'accompagnement et comment passer en fait d'opéra, du remplissage d'opéra à la mise en œuvre de travaux, donc à structurer et accompagner le passage à l'acte, à l'opérationnel avec des baisses de consommation d'énergie conséquentes. Donc là, il y a quand même eu une remontée assez collective, plus importante avec
comment on s'y prend en termes de méthode, d'outils, mais aussi en termes de connaissances de financement, les entreprises, alors que les entreprises au sens large, hein, des entreprises de travaux, des entreprises de l'ingénierie. Alors, je dirais plus, alors ça me permet d'en parler, mais plus dans leur remontée, c'est la vision entreprise de travaux. Et moi, sur entreprise d'ingénierie, et ça, voilà, c'est un constat quand même, j'en profite pour en parler, c'est que il y a beaucoup quand même de pratiques de recours à des entreprises de travaux sans passer forcément par la case de l'ingénierie. Voilà. Alors c'est sûr qu'Opéra va forcer un petit peu, avec le décret tertiaire, forcer un peu à réintégrer des phases d'audit préalables, notamment audit énergétique. Mais c'est un aspect aussi que je pense qui mérite d'être souligné. Et puis un très fort besoin de retour d'expérience. Dans toutes les catégories de branches qu'on vous a présentées, hein, de branches d'activités très différentes les unes des autres, avec des usages comme Antoine vous l'a présenté, qui seront la hiérarchie des usages ne sera pas la même entre du bureau ou du commerce, pardon. Je vais éteindre mon portable. Voilà. Et un niveau d'expert, le niveau 3, qui a aussi été identifié sur des thématiques particulières, mais je dirais que ce qui ressort, c'est plutôt le niveau 2 concernant l'accompagnement. Voilà ce que j'avais prévu de vous présenter. C'est passé jusqu'au bout, non, la présentation? Oui, super. Bon, ouais. Oui, on a bien entendu et on est bien allé jusqu'au bout. Merci, merci Hakim. Merci Antoine pour vos interventions. En tout cas, je ne vois pas de questions dans le chat à ce stade. S'il y en a, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à les poser en direct. On n'est pas si nombreux. Et sinon, je ne sais pas, Antoine, Hakim, si vous voulez ajouter un mot pour conclure, éventuellement, comme il nous reste encore 5 minutes. Excusez-moi. Oui, allez-y, je vous en prie. J'aurais une petite question. Nathalie Santa Caterina, la région. Donc, j'ai écouté vos présentations qui sont très intéressantes par rapport à cette étude. Je me disais, est-ce que les éléments pris en compte peuvent aussi apporter un regard, non pas seulement du point de vue de la consommation d'énergie, mais aussi du point de vue de l'impact en termes de gaz à effet de serre, puisqu'on est sur des énergies différentes. Voilà, je m'interrogeais, est-ce que ces données peuvent aussi permettre une autre grille de lecture en termes de priorisation des rénovations par rapport à l'impact carbone de ces consommations d'énergie? Peut-être que ça a été fait, mais pas on n'a pas, vous n'en avez pas rendu compte. Est-ce que ma question est claire déjà? Parce que tout à l'heure, on voyait bien je ne sais pas si Antoine, tu veux. Moi, je dirais que sur cette question-là, on la retrouve dans les préoccupations RSE, donc plus globales, et que la question carbone, elle vient forcément par rapport au constat et la prise de conscience. La prise de conscience, elle est d'abord environnementale plus qu'énergétique, même s'il y a la crise énergétique au niveau mondial et avec le renchérissement des prix et puis la crise autour de l'Ukraine. Mais c'est quand même une question, une question qui joue un rôle un peu moteur on va dire, moteur de mobilisation des salariés vers des utilisateurs, vers leurs propriétaires de bâtiments, et puis dans les différents métiers de l'immobilier ou des banques ou des assurances, où on le voit, c'est quand même assez à côté de la solvabilité énergétique, c'est des éléments qui sont bien identifiés. Je comprends votre réponse. Par contre, ma question était plus sur vraiment le traitement des données d'entrée. Ah oui.
sur, par exemple, la quantité d'électricité qui est plutôt utilisée sur le chauffage, puisque là, on a des répartitions en termes de consommation d'énergie sur du chauffage, mais toute énergie comprise, puis sur l'électricité spécifique. C'est-à-dire, donc ça, on n'a pas comment dire, une vision sur l'impact carbone de ces consommations d'énergie et qui pourrait éventuellement, mais je ne sais pas, donner notre grille de priorité si on se met sous l'angle de l'urgence climatique et de traiter peut-être en priorité les surfaces fortement émettrices de gaz à effet de serre. Voilà, c'est une autre clé d'entrée. Je m'interrogeais sur le fait, est-ce qu'elle a été étudiée? Ouais, c'est une question intéressante. Et, enfin, je souscris à ce qu'a dit Hakim là, dans la finalité, et puis notamment dans le choix après qui peut être fait par différents assujettis ou non là, de faire de la rénovation, puis diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour répondre vraiment précisément en termes, donc, je vous ai présenté là sur le Cantal, notamment avec la part du fuel qui était plus importante, les différents vecteurs énergétiques ont bien été pris en compte dans l'étude. C'est vrai qu'on n'a pas mis l'accent dessus, et notamment dans les résultats, parce que on s'était basé plutôt sur vraiment une diminution des consommations d'énergie finale qui allait entraîner aussi du coup forcément une diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'était vraiment l'angle qu'on s'était donné. Et par contre, donc sur les gaz à effet de serre, c'est plus sur les sources d'énergie qui peuvent être utilisées, notamment dans les différentes branches d'activité et les différents départements, mais on n'a pas de quantification précise, comme on peut avoir là en térawattheure, pardon, sur les consommations énergétiques. Et en disant qu'on peut se raccrocher à différentes, alors soit justement à des ambitions environnementales ou également à d'autres obligations comme le décret BGES, par exemple, pour les grandes entreprises, dessus. Mais c'est vrai que le focus a été fait plutôt sur la consommation d'énergie finale, en disant que finalement des consommations, des réductions au niveau global du bâtiment, ça a entraîné aussi du coup des réductions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que la partie, notamment utilisation d'ENR, etc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci, Antoine. N'a pas été approfondi. Merci. Mais c'est intéressant, c'est intéressant pour. Même si, bon, voilà, mais vous avez raison, vous avez posé une bonne question. Hein, même si, voilà, réduire la demande, forcément, ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a un couplage décarbonation de la production et maîtrise de la demande avec de l'isolation, où les interventions sont aussi intéressantes à regarder d'un point de vue de leur efficacité carbone. Et pas seulement sur un plan du kilowattheure économisé. Merci. On a une question après de Monsieur H là, qui lève la main. Je vous en prie. Bonjour, merci. Donc, je travaille à la ville de Villeurbanne et on s'interroge avec les collègues sur la manière d'accompagner les acteurs économiques dans la rénovation de leurs locaux. Et on se disait qu'a priori, il y avait peut-être un enjeu pour nous plutôt d'accompagner les petits, les non assujettis, dans la mesure où les gros allaient devoir de toute façon s'y mettre et faire le job. Et à vous écouter, là, j'ai l'impression que même si il y a des objectifs qui sont fixés, malgré tout, il y a quand même des incertitudes sur le fait que les propriétaires ou les occupants de locaux tertiaires feront bien les travaux de rénovation nécessaires. Et du coup, je voulais que vous m'en disiez plus là-dessus. Enfin, quels vont être vraiment les contrôles qui vont être faits? Est-ce que pour vous, il y a nécessité que les collectivités soient derrière ces assujettis, ou effectivement, ce sont des acteurs qui vont devoir s'y mettre dans tous les cas, et du coup, l'accompagnement des collectivités a plutôt vocation à aller vers les petits qui n'ont peut-être pas les mêmes capacités à faire et qui auraient peut-être besoin davantage d'accompagnement par rapport à tout ce qui est démarches administratives, aide dans tout le millefeuille d'aides qui peuvent exister. Voilà. Merci. Oui, alors peut-être en premier élément de réponse, du coup, sur accompagner non assujetti ou assujetti. Donc là, on est vraiment à le décret tertiaire, le dispositif éco-énergie tertiaire. Hein, il a vu le jour très, très récemment, donc avec les renseignements. Donc la base de données Opérate, on estime qu'elle est remplie aujourd'hui autour de 80-85%.
Donc, il y a encore quand même un enjeu d'aller notamment. Donc là, on n'est que sur des déclarations de consommation, d'années de référence, etc. Donc, on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir les travaux qui ont été engagés et puis la trajectoire de réduction de consommation d'énergie. On a vu là sur le graphique que c'était plutôt stable. Donc, en fait, étant donné que la plus grande part des consommations énergétiques provient des locaux assujettis, notamment des locaux assujettis privés, nous, on sent, et notamment c'est ce que présentait Hakim avec le besoin des acteurs d'être accompagnés, on sent qu'il y a quand même un besoin d'accompagnement vers ces acteurs-là pour réduire leur consommation énergétique. Certes, ils sont obligés, certes, il y a des sanctions qui sont prévues s'ils ne respectent pas leurs obligations, mais là, on est vraiment dans un objectif, du coup, en tout cas jusqu'à 2030, vraiment d'accompagnement, de porter aussi bien la réglementation que les différents dispositifs d'accompagnement, faire des retours d'expérience aussi, mobiliser l'écosystème d'acteurs pour les faire passer à l'action. Donc, on a quand même un enjeu, a priori, sur les assujettis. Sur les non-assujettis. Pardon, même s'il s'agit d'entreprises qui ont un certain, qui ont des moyens, qui ont sans doute des budgets, enfin, on peut dire que des boîtes. Alors justement, j'allais compléter parce que dans les assujettis, des entreprises assez. Alors dans les assujettis, vous allez avoir différentes granulométries de taille d'entreprise. Vous allez retrouver aussi beaucoup de PME. Parce que 1000 m², on y est vite. Et donc, ces entreprises-là, par rapport à des entreprises, des grandes entreprises ou des ETI, jusqu'à donc la définition INSEE jusqu'à 5000 salariés, ce n'est pas des entreprises qui ont forcément énormément de moyens et qui sont très structurées sur ces questions-là. Donc, je dirais qu'on va retrouver un peu moi j'ai envie de dire qu'on va retrouver un peu dans ces PME-là et puis les non-assujettis, des besoins d'accompagnement qui seront quasiment équivalents, avec les premières assujetties et devant faire obligatoirement des choses, des réductions de consommation, et les autres, c'est pas encore dans le viseur. Voilà, donc je pense qu'on peut distinguer les grandes entreprises vraiment. Je raisonnerais plutôt en taille d'entreprise. Et voilà, et dans lequel et pas forcément pour vous en tant qu'opérateur territorial, du moins collectivité, et d'essayer de mettre en œuvre des politiques d'accompagnement d'acteurs du territoire. Voilà, donc j'aurais tendance à dire ça. Et puis comme vous l'avez dit, les non assujettis, là, a fortiori, on va retrouver beaucoup de petites entreprises et aussi des moyennes entreprises. Et là, les besoins d'accompagnement sont vraiment très, très, très importants. Dans le continuum, commencer par réaliser des études, audits énergétiques, faire des scénarios, y compris pour celles-ci, même de se mettre sur des niveaux d'exigence calés avec ceux du dispositif éco-énergie tertiaire. Rien ne dit que demain, la barrière des 1000 m² sera pas rabaissée et ils seront demain concernés. Donc, autant exploiter au maximum le gisement d'économie d'énergie, comme disent l'association Négawatt. Et c'est vraiment le fil conducteur et l'entrée à prendre, qu'on soit assujetti ou pas. Donc, la tâche est, pour vous, effectivement, ça vous comment ça vous réduit pas la voilure, quoi. Puisque la tâche est énorme dans quand même pas mal de directions sur ce secteur-là. Je sais pas, je sais pas si on a répondu à votre question. Si, ouais, c'est parfait. Merci. Ok, dans ce cas, on a une dernière question, peut-être plus destinée à Antoine, donc, qui vient du Cantal. Donc, c'est une question pour savoir si justement les données présentées peuvent être un peu relativisées par rapport au contexte territorial, puisque les besoins ne sont pas les mêmes, les climats ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, est-ce qu'il y a prise de recul à prendre par rapport à Oui, ça? tout à fait. C'est pour ça que, il ne faut surtout pas mettre de côté des départements par rapport à d'autres ou des secteurs par rapport à d'autres. Ce n'est pas du tout l'objet de la présentation, et c'est tout l'enjeu justement d'avoir des visions départementales, de savoir, et notamment dans le Cantal, finalement, on a une part des locaux, donc là, ça revient aussi avec la question de M. H, une part des locaux non assujettis qui est équivalente à la part des locaux assujettis.
Donc, intéressant aussi sur ce département de travailler sur les locaux non assujettis, l'accompagnement de ces locaux non assujettis. Donc, vous avez, oui, sur le Cantal, mais ainsi que sur d'autres départements, vous avez vraiment, en plus de l'analyse régionale, des enjeux qui ont été révélés sur plutôt, enfin, en gros, un appui au territoire pour savoir sur quelle branche d'activité, par exemple, intervenir, sur quel mode de chauffage. Alors, ça, c'est pas enfin, quel mode de consommation. C'est pas le Cantal, c'était Ardèche et Drôme. Mais voilà, on voit que finalement, la part chauffage est un peu moins importante que la part, notamment électricité spécifique. Voilà, donc on a toutes ces différences départementales qui sont mises en avant et sur lesquels voilà, on peut s'appuyer pour accompagner, encore une fois, les assujettis et les non assujettis. Et pour compléter, c'est vrai qu'on a une vision aujourd'hui qui est, on n'a pas encore la trajectoire, en tout cas, suite aux différents remplissages du coup de la plateforme Opérat. On n'a pas encore de profondeur en année. Il n'y a qu'une année pour l'instant, enfin 2 années qui ont été remplies sur cette plateforme-là par rapport à l'année de référence. Donc, on n'a pas encore de vision, disons, sur la trajectoire. Et au-delà donc des ambitions qui sont fixées par le dispositif éco-énergie tertiaire, on a aussi un intérêt, voilà, pour les assujettis, même s'ils ont les moyens d'aller faire voilà, des travaux performants pour réduire leur consommation, finalement qu'ils puissent aller au maximum et qu'ils soient accompagnés du mieux possible pour faire voilà, des travaux qui soient intéressants aussi, pas faire voilà, du coup par coup en fonction de seulement des objectifs réglementaires, mais vraiment d'avoir des rénovations performantes pour avoir vraiment un réel effet levier sur aussi voilà, une forte diminution en consommation énergétique, une forte diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a aussi cet aspect-là, au-delà de l'aspect réglementaire, d'accompagner les grosses entreprises également, ou également même les gros gestionnaires de parcs publics, d'aller vers des bâtiments performants pour avoir un effet levier important au niveau de la région. Mais en tout cas, pour le Cantal, vous avez bien les différents aspects qui sont développés dans l'étude et les spécificités du département. Hein. Il y en a pour chaque département. Ok, on remettra de toute façon les liens vers les livrables lorsqu'on vous enverra notamment l'enregistrement et les présentations. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Il est 12h25. Merci à qui notamment d'avoir pu rester jusqu'au bout. Et merci à vous deux pour vos présentations. C'était vraiment intéressant. Et on vous communiquera tout ça donc, dans les prochaines heures. Merci à tous et très bonne journée. À vous aussi. Merci, au revoir.